Leaders. Nous assistons actuellement à l'émergence d'une nouvelle génération d'orientalistes d'Arabisants. Dans quelle mesure les événements actuels ont contribué à ce phénomène? Pour moi, la nouvelle génération, ça fait partie du passé. Je m'appelle Gilles, ce qui veut dire génération, mais c'est Gilles, je dis Sadekan, c'est-à-dire c'est l'ex-jeune génération. Oui, dans mon cas, effectivement, c'était très important d'arriver dans les années 1970-1980, quand j'ai commencé à étudier le monde arabe. C'était très important de comprendre les transformations qui se produisaient à ce moment-là, qui en fait sont un peu l'histoire de mon nouveau livre, c'est-à-dire tout d'un coup, avec l'augmentation des prix du pétrole, avec la salafisation générale que va mener l'Arabie saoudite, la montée en puissance de l'Iran face à cela, il a semblé à un certain nombre de gens très important de maîtriser la dimension culturelle de ces sociétés, puisque ces transformations se faisaient au nom de la revendication d'une identité culturelle islamique et de sa captation par des forces particulières, saoudiennes, wahhabites, iraniennes, etc. Oui. Donc c'était un enjeu très, très important. Mais vous savez, aujourd'hui, cette bataille n'est pas gagnée, et vous êtes bien sûr, j'imagine, au courant d'une guerre beaucoup plus importante que la guerre entre Israël et la Palestine, ou même entre le Qatar et l'Arabie, qui est celle qui m'oppose à Olivier Roy, qui considère que ça ne sert à rien de connaître l'arabe ou la culture, aucune langue, parce que pour lui, le phénomène djihadiste, c'est simplement un phénomène conjoncturel. Hier, il y avait les brigades rouges, aujourd'hui, il y a les brigades vertes, demain, il y aura les brigades bleues. Simplement, le sentiment de révolte de la jeunesse ou autre utilise ce qui est disponible en magasin. Hier, le marxisme, aujourd'hui, l'islamisme, demain, le nationalisme ou le fascisme, je ne sais quoi. Bien sûr, c'est un phénomène qui existe, mais on est obligé également de comprendre, à partir de la connaissance culturelle des choses, pourquoi la révolte prend cette forme et pas cette forme-là. Pourquoi, si vous voulez, si on ne comprend pas la nature du djihadisme, on ne comprend pas pourquoi les Coptes, par exemple, sont victimes d'exactions en Égypte, ou pourquoi les malheureux otages sont décapités, ou pourquoi les femmes yézidis sont transformées en esclaves sexuels et vendues, si vous voulez. Oui, donc ça n'était pas fait par les brigades rouges. Alors ils faisaient autre chose peut-être, oui, mais donc c'est important de... Et comment vous expliquez qu'on parle si peu des minorités chrétiennes surtout, qui sont opprimées en Égypte, en Syrie, en Irak? Alors on en parle davantage maintenant, certainement, parce qu'elles sont, enfin, à part en Égypte où les Coptes sont encore nombreux, ailleurs c'est un exode et en Palestine il n'y a quasiment plus de chrétiens aujourd'hui, en Syrie presque plus, en Irak ils sont largement partis. Alors il y en a encore pas mal dans la région kurde, près de Erbil. Mais moi je suis allé voir les chrétiens dans la ville d'Enkawa, qui est la ville chrétienne à côté d'Erbil, qui était chassée de Mossoul. Les autorités chrétiennes locales voudraient qu'ils restent, mais ils n'ont plus confiance. Ils ne rêvent que de refaire leur vie en Australie, en Amérique ou en Europe. Et ça, c'est un vrai problème parce que le Moyen-Orient était le Moyen-Orient avec ses différentes composantes. Et aujourd'hui, finalement, on a l'impression que c'est toute cette partie-là qui s'en va. Et si on comparait cette nouvelle génération d'orientalistes avec l'ancienne, est-ce que c'est à son avantage ou à son désavantage? J'espère sur le plan scientifique. Hein. J'espère que c'est à son avantage. Je crois que moi, je suis l'ancienne nouvelle génération maintenant, si vous voulez. Donc, je suis dans voilà, je suis entre deux chaises. Mais non, je crois que l'ancienne génération, elle était surtout livresque.
et textuelle, c'est-à-dire qu'elle lisait, mais elle n'allait pas sur le terrain. Ensuite, il y a eu une génération qui allait, je vais revenir dessus, qui allait sur le terrain. Oui, vous aviez des gens qui allaient sur le terrain, mais qui étaient très fréquemment ceux qui étaient très liés à l'administration, c'est-à-dire les administrateurs coloniaux. Comme Jacques Berck. Oui, Jacques Berck, paradoxalement, Jacques Berck, paradoxalement, était d'abord un agent de l'administration, puis ensuite est devenu un chantre de nationalisme arabe, si vous voulez. Il est passé d'un... Le royaliste que le roi. D'une certaine manière, oui. Mais c'est pas pour les critiquer, mais l'érudition était une érudition en soi et pour soi. Si vous voulez, l'ancienne génération orientaliste lisait l'arabe comme du latin et du grec ancien. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, en grande partie. Alors aujourd'hui, ça existe encore un peu, par exemple en France, à l'école pratique des hautes études, et c'est très utile, hein, bien sûr, mais cette ancienne génération avait tendance à considérer que les phénomènes contemporains à son époque étaient dictés par une mise en œuvre telle quelle des préceptes qui figuraient dans les livres sacrés. Alors que les gens comme moi considèrent qu'il faut marcher sur les deux jambes, c'est-à-dire avoir à la fois une culture livresque et d'un côté, mais en même temps être attentif aux mouvements sociaux. Moi, ma spécialité, ce sont les sciences politiques, ce n'est pas l'orientalisme. Parce qu'ils sont sollicités par les ministères. Jusqu'à un certain point, oui. Par exemple, là, effectivement, je suis venu en voyage avec le président parce que j'ai des relations personnelles avec lui, je l'aime bien, etc. Mais personnellement, moi, je ne suis pas conseiller du prince, si vous voulez. J'écris librement ce que je veux. Et l'idée, c'est que ce soit quelque chose qui est partagé. Et d'ailleurs, la preuve... Il vous arrive de rédiger, par exemple, un rapport sur un sujet concernant le monde arabe, à la demande d'un ministère ou même de la présidence? Écoutez, très rarement, pour vous dire la raison, c'est que ça n'est généralement pas payé ou si mal payé qu'il vaut mieux vendre des livres. Mais assez rarement. Je ne sais même pas, je réfléchis, je me demande même si j'ai fait ça. Vous avez fait un rapport pour M. Hollande, oui, vous êtes plaigné il a été mis à la poubelle. Alors, exactement, elle a fini à la poubelle. Oui, c'était une grosse enquête que justement j'ai faite au moment où on avait la crise terroriste en France, pour essayer de plaider pour une meilleure fluidité entre la recherche universitaire, le monde associatif, le monde industriel, l'administration, pour que ces idées circulent davantage, si vous voulez. Après, chacun fait son métier. Moi, je ne prends pas de décision politique. Mais en fait, la haute administration française a considéré que les universitaires devaient rester dans leur ghetto et donc ils ont jeté ça à la poubelle. Vous avez meilleur rapport avec l'administration actuelle? Ce sont surtout des rapports avec en l'occurrence avec le président, mais l'administration. Bon. C'est-à-dire qu'ils sont plus à l'écoute aujourd'hui? Je crois que c'est la personnalité du président Macron qui s'intéresse aux idées. Il faut se souvenir que Macron a fait des études de philosophie avec Paul Ricoeur, et ça change tout. C'est-à-dire que comme individu, il s'intéresse aux idées, il attrape très vite. Après, il en fait ce qu'il en fait. Après, moi, il y avait même des militaires, hein, comme Vincent Montet, par exemple. Oui. Oui, alors Vincent Montet, il y a eu une histoire particulière, puisqu'il il s'est converti à l'islam, et il est sous le Mansour, Vincent Mansour, oui, et il est devenu philo-islamiste à la fin de sa vie. Je crois qu'il mélangeait, il mélangeait un peu tout. Mais oui. Il y a eu Roger Garaudy, oui, qui est devenu un extrémiste. Oui, ça dépendait aussi des gens qui, disons pour le dire de manière très euphémique, ça dépendait des gens qu'il fréquentait dans le monde arabe.
et des sources diverses. Il n'y a pas un phénomène de mode qui s'est greffé sur cet engouement pour la langue arabe et la civilisation arabe? Oui, et paradoxalement, aujourd'hui, certains... Comme au XVIIe siècle, là, il y a eu l'engouement pour les... Montesquieu, oui. Oui, et y compris pour le djihadisme, parce que vous avez aujourd'hui... on voit bien la littérature salafiste en français, qui était très très mauvaise autrefois, qui était traduite par des gens qui connaissaient très mal le français, aujourd'hui est plutôt de bien meilleure qualité, parce que vous avez des convertis qui ont fait des études et qui sont devenus les traducteurs de Kitab al-Tawhid, etc., en français. Parmi les djihadistes emprisonnés, par les Kurdes, vous en avez un qui s'appelle Thomas Barnoin, dit Omar al-Madani, et qui est le mufakkir salafiste en chef parmi les Français, et qui, d'ailleurs, que Daesh a mis de côté parce qu'il pensait qu'il avait fait trop de rouleaux. Mais effectivement, paradoxalement, il y a aussi un engouement qui est causé par le djihadisme. Avec ces Français qui sont convertis à l'islam, il y a le problème, le zèle du nouveau converti qui devient oui. Ça, c'est assez fréquent parce qu'en fait, pour eux, l'islam ne correspond pas à une réalité vécue de vie quotidienne, mais ils le voient à travers une... Oui, plus peut-être ils idéologisent les choses et ils construisent leur existence à partir d'une vision idéologique. Ce qui aboutit aux choses ahurissantes comme les yézidis. Ils prennent à la lettre le texte sans comprendre que l'islam, comme toute religion, a un texte, mais un texte qui s'adapte à des circonstances sociales. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de la politique arabe de la France avec Macron? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en arabe, je crois qu'il est en train justement de rencontrer beaucoup de monde pour construire cette politique qui n'est pas seulement une politique arabe, si vous voulez, c'est plutôt une prise de conscience qu'il y a un nouvel espace qui se crée, qui est cet espace Moyen-Orient-Méditerranée, si vous voulez, et dans lequel on a une compénétration très importante des deux côtés. Non seulement le fait que je puisse m'exprimer aussi bien en français qu'en arabe en Tunisie, mais le fait qu'en France, aujourd'hui, par exemple, vive une population originaire de la région qui est très importante. Leaders.